Bonjour, c'est Anaël Verdier, fondateur de l'atelier d'écriture de Bordeaux et de l'académie d'écriture Anaël Verdier. Je vais vous parler aujourd'hui d'écriture de policier, comment construire une intrigue policière. Je vais vous en parler en 5 minutes. Je ne vais pas vous donner toutes les options possibles pour écrire un policier, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, il y a énormément de variations possibles, mais je vais vous donner la structure qu'on retrouve 80% du temps dans des intrigues policières, celle que vous allez revoir le plus souvent dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des nouvelles, dans des romans, dans toutes les formes de fiction. Elle va fonctionner que vous écriviez de la fiction de télé, du roman, de la nouvelle, du long métrage, peu importe. Ce qui changera, c'est simplement le niveau de complexité dans lequel vous allez rentrer. C'est, par exemple, si vous écrivez un roman, vous allez évidemment développer plus vos personnages que si vous écrivez une nouvelle, et vous allez pouvoir rentrer dans plus de détails sur l'univers qui entoure ces personnages-là. Et également pouvoir construire des niveaux d'intrigue différents. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des niveaux d'intrigue secondaires, voire tertiaires dans un roman que vous n'aurez pas dans une nouvelle. C'est la seule différence. Là, ce qu'on va voir de toute façon, c'est simplement l'intrigue principale, quelle est l'ossature de l'intrigue policière, comment est-ce qu'elle fonctionne pour intéresser un lecteur, pour le maintenir en alerte et pour le surprendre à la fin. Pour aller plus loin, je vous encourage à analyser des histoires déjà écrites. Que ce soit des films, des séries, encore une fois, des romans, des nouvelles, ce sera pareil. Essayez de voir cette structure-là, de la repérer dans les histoires. Comme je vous l'ai dit, cette structure, vous allez la retrouver 80% du temps. Donc ne soyez pas surpris si vous ne la retrouvez pas exactement dans ce que vous allez lire. Mais cherchez, essayez de comprendre comment d'autres auteurs se sont appropriés de cette structure, l'ont un peu modifiée, ont rajouté leur univers personnel pour faire les histoires que vous aimez quand il s'agit de policiers. Je vous ai donné un certain nombre de conseils de lecture et de visionnement à l'adresse suivante, anael.tv/bibliopolar. L'adresse doit s'inscrire juste en bas de votre écran maintenant et de toute façon elle est dans la description de la vidéo également. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Moi je vous invite à passer dans mon bureau et à tout de suite voir comment on construit une intrigue policière. Ok, donc voilà comment on va construire notre intrigue policière. On va commencer par un crime, bien évidemment. La plupart du temps, on va prendre un meurtre et il va y avoir un enquêteur. L'enquêteur va être le protagoniste de notre histoire. Un enquêteur, ça peut être un policier, comme Colombo, comme la fille dans Cassette, j'ai oublié son nom. Ça peut être un journaliste, comme l'héroïne de l'affaire Pélican. Un détective privé, comme Sherlock Holmes. Un avocat, comme dans Erin Brockovich. Ou ça peut être un détective amateur, comme dans le Club des 5. Vous avez un panel d'options pour votre enquêteur assez large. Votre enquêteur va chercher à reconstituer la genèse du crime. C'est-à-dire qu'il arrive sur les lieux du crime avec un puzzle, avec un mystère à résoudre. Il s'est produit quelque chose, on a des éléments parcellaires sur ce qui s'est produit, maintenant il va falloir reconstituer comment ça s'est produit pour pouvoir comprendre qui a produit ça. Donc il va falloir trouver le dénominateur commun pour votre enquêteur, trouver le dénominateur commun entre tous les indices qu'il va récolter et tous les témoignages que l'enquête va lui apporter. Il va aussi devoir identifier le mobile du tueur. C'est généralement le mobile qui donne la clé de l'intrigue. C'est quand on comprend les motivations de l'assassin que les indices prennent sens. La première étape, donc, c'est l'enquêteur découvre le crime. Il arrive sur les lieux du crime et il va découvrir immédiatement l'écosystème de la victime. L'écosystème de la victime, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ses amis, sa famille, ses collègues de travail, son lieu de travail, son lieu de vie, ses habitudes de vie, ses hobbies, ses implications communautaires s'il en a. C'est l'intégralité de la vie du personnage qui est décédé. C'est ce qui va permettre à l'enquêteur d'identifier le meurtrier qui généralement se retrouve dans l'entourage de la victime. Ça peut très bien être la caissière du magasin, de l'épicerie dans laquelle la victime va toujours faire ses courses. C'est pas forcément quelqu'un de proche, mais c'est quelqu'un qui vit dans son environnement, dans son écosystème. Vous allez avoir des premières scènes. Les premières scènes, c'est les scènes dans lesquelles l'enquêteur se déplace dans le monde de la victime, et rencontre les gens qui font partie du monde de la victime et commence à se constituer une image de la victime, à se dire tiens, c'était quelqu'un qui était plutôt de telle nature, c'est quelqu'un que tout le monde aimait ou que personne n'aimait, c'est quelqu'un qui avait telle et telle habitude. Comment est-ce qu'en reconstituant ces habitudes, est-ce que je peux, moi, enquêteur, trouver des indices qui vont me permettre de reconstituer le crime? Suite à ça, l'enquêteur va établir une liste de suspects potentiels, une première liste d'hypothèses. Il va se dire, ok, je vais resserrer mon enquête sur 2 ou 3 personnes, généralement pas plus, parce que sinon ce serait trop complexe. Donc là, on va rentrer véritablement dans l'enquête, qui va consister en une série d'hypothèses et d'interrogatoires. Ces hypothèses et ces interrogatoires vont se terminer par des fausses pistes. On va se concentrer sur cette structure-là, sur 2 fausses pistes. Ça prend du temps de développer une fausse piste, parce qu'il faut arriver à constituer l'hypothèse qui va amener à la fausse piste. Il faut vérifier l'hypothèse, c'est-à-dire en allant interroger des gens, en allant sur le terrain pour vérifier que quelque chose a été possible.
Et il faut invalider cette hypothèse. C'est une fois qu'on a invalidé l'hypothèse que la fausse piste explose et apparaît comme étant une fausse piste. Donc on va faire ça 2 fois, ça va prendre à peu près la moitié de l'histoire de développer ces fausses pistes-là, et après l'enquêteur va se retrouver dans une impasse. Il faut qu'il aborde l'enquête sous un angle différent. Donc il va revenir généralement sur les lieux du crime, ou alors il va revenir à sa liste d'indices. C'est la scène dans toutes les séries policières où vous avez un énorme tableau avec des photos de tous les suspects, des ficelles qui les relient entre eux et les lieux, et l'enquêteur est devant le tableau et regarde comme ça et se demande qu'est-ce que j'ai bien pu oublier, qu'est-ce que j'ai bien pu oublier. C'est à ce moment-là, généralement, qu'il va y avoir un rebondissement dans l'intrigue. Un rebondissement qu'on aura préparé, qu'on aura fait en sorte de ne pas faire sortir du chapeau. Soit le coupable commence à se sentir acculé et repasse à l'action. Il a besoin de conserver sa longueur d'avance pour, le cas échéant, finir d'éliminer les indices qui pourraient ramener jusqu'à lui ou s'enfuir. Mais en faisant ça, il attire l'attention sur lui. Ou alors un personnage extérieur à l'enquête va éclairer l'enquête d'un jour nouveau. Ça peut être le compagnon ou la compagne de votre enquêteur, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami. Simplement, il est au restaurant et un serveur fait une réflexion qui lui fait penser à quelque chose de l'enquête et qui lui permet de voir le chaînon qui lui manquait. On peut aussi trouver un nouvel indice, ou un nouveau témoin, ou qu'un indice parle enfin. On avait envoyé au laboratoire un relevé d'empreintes digitales, et ça y est, le laboratoire vient de renvoyer les empreintes digitales, ça nous donne un rebondissement, ça nous permet d'avancer. L'enquêteur relie les points et identifie le coupable. Mais il ne peut pas l'accuser directement parce qu'il lui manque des preuves, il lui manque un mobile, mais à ce moment-là, l'enquêteur est en position de force et va pouvoir jouer avec le coupable. Il va lui tendre un piège, souvent, pour forcer le coupable à se dévoiler. Ou alors, s'il est sûr de son coup, il va l'arrêter en se disant « je le mettrai face à moi dans une salle d'interrogatoire et je le ferai parler ». Mais le coupable prend peur, s'enfuit ou se met à se défendre, à tirer sur l'enquêteur. C'est important là d'être dans quelque chose de vif, d'énergique, parce qu'on approche de la fin de l'histoire. On est vraiment au dernier moment. Là, il nous manque juste un truc, c'est que le coupable se désigne lui-même. Soit en parlant, soit en faisant une action qui va le désigner. À la fin de cette action-là, le coupable est finalement appréhendé ou tué, selon comment vous avez envie de finir l'histoire, et s'il restait des zones d'ombre sur l'enquête, elles sont éclaircies. Généralement, on a un récapitulatif, le chef de l'enquêteur vient le voir et lui dit « Attends, j'ai pas très bien suivi, comment t'en es arrivé à cette conclusion-là ?» Et l'enquêteur explique son cheminement et reconstitue tout le crime dans son intégralité. Et voilà, c'est la fin de votre histoire. Suivez ces étapes-là et vous aurez une enquête qui fonctionnera. Il faut faire attention à 3 choses. Restez simple. N'essayez pas de complexifier inutilement, vous réussirez simplement à perdre vos lecteurs. Construisez à partir de la fin. Vous ne pouvez absolument pas construire une enquête si vous ne savez pas ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas le fin mot de l'histoire. Demandez-vous d'abord comment ça s'est produit, pourquoi, qui étaient les personnages impliqués, développez l'écosystème de la victime, comprenez les relations qui le lient au coupable, les motivations du coupable, et mettez-vous dans la peau de l'enquêteur. La plupart du temps, quand les intrigues policières sont faibles, c'est parce que l'auteur a été trop vite. Il a voulu sauter des étapes, il n'a pas réussi à rester dans la peau de l'enquêteur. Votre enquêteur, il a une vision parcellaire de la situation et il la reconstitue petit à petit. Il saute à petits pas de puce dans son enquête. Si vous faites attention à ces 3 choses et que vous respectez bien ces 5 ou 6 étapes, il n'y aura pas de souci, votre enquête policière fonctionnera. Après, tout le travail qui vous restera à faire, c'est de donner de la chair à vos personnages et de réussir à faire des bonnes fausses pistes, qu'on puisse y croire et qu'à la fin, quand on vous explique le crime, la solution soit très claire. Vous êtes là à vous dire, bah oui, je comprends tout à fait comment ça s'est passé, et pas à essayer de vous creuser la tête pour débroussailler la complexité que l'auteur vous impose. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce, inscrivez-vous à la chaîne parce que je vais publier d'autres vidéos comme celle-ci. Partagez-la, mettez-la sur votre blog. Merci d'avoir été avec moi attentif. À très bientôt.